Bonjour à toutes et à tous, avant d'aller plus loin, je vous préviens qu'une transcription est disponible gratuitement sur Patreon. Vous trouverez un lien dans la description de l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car à la fin de l'épisode, on écoutera et on décryptera des passages d'une conférence sur le sujet du jour. Donc ce sera encore une autre occasion pour vous de tester votre compréhension. Est-ce que vous savez quel est le point commun entre l'île d'Ikaria en Grèce, Okinawa au Japon et la ville de Loma Linda aux États-Unis? Ikaria, Okinawa et Loma Linda, ce sont 3 endroits qui ne sont pas du tout dans la même zone géographique. Mais ce sont 3 endroits qui partagent un point commun en particulier. Ce sont des zones bleues. C'est quoi une zone bleue? Une zone bleue, c'est une zone géographique où la longévité des habitantes et des habitants est nettement supérieure à la moyenne. Alors, j'explique un peu. La longévité, c'est la durée de vie, c'est combien de temps on vit. Par exemple, en moyenne, un chat a une longévité de 12 à 15 ans. Et nettement, c'est la même chose que clairement. On peut dire nettement. Je répète, une zone bleue, c'est une zone géographique où la longévité des habitantes et des habitants est nettement supérieure à la moyenne. Dans le monde, il y a 5 zones bleues. Okinawa au Japon, Ikaria en Grèce, Loma Linda aux États-Unis, Nicoya au Costa Rica et Nuoro en Sardaigne. Et qu'est-ce qui explique qu'on a une longévité nettement supérieure à la moyenne dans ces zones bleues? Bien sûr, il y a plusieurs causes, comme une activité physique régulière, une réduction du stress, une vie sociale active, mais une des causes principales aussi, c'est l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qu'on mange. Ça vient du mot un aliment. Par exemple, un fruit, c'est un aliment. Le chocolat, c'est un aliment. Les pâtes, le riz, ce sont des aliments. L'alimentation, c'est donc les aliments qu'on mange, qu'on consomme. L'alimentation dans les zones bleues, elle est riche en protéines d'origine végétale. La viande et le poisson sont consommés en petite quantité. Il y a également une grande diversité d'aliments, ce qui est essentiel pour le bon fonctionnement de notre organisme. Mais malheureusement, ces zones bleues, ce sont un peu des exceptions dans nos sociétés modernes. Dans nos sociétés modernes, l'alimentation est très riche en protéines animales et il n'y a pas beaucoup de diversité. On alterne souvent entre les mêmes aliments. Par exemple, le riz, le blé ou le maïs. Le blé, c'est cette céréale qu'on utilise pour faire du pain, des pâtes, des gâteaux, par exemple. En anglais, wheat. En plus de ça, l'alimentation dans nos sociétés modernes est pleine d'aliments ultra transformés. Elle est aussi pleine de sucre, de sel, d'additifs ou de conservateurs chimiques et de pesticides de synthèse. Bref, c'est compliqué de bien manger aujourd'hui. Bref, ici, c'est dans le sens de « pour résumer », en quelques mots. Bref, c'est compliqué de bien manger aujourd'hui. Tout ça, bien sûr, ça a d'énormes conséquences sur la santé. Une étude du célèbre journal scientifique The Lancet a prouvé que notre mauvaise alimentation est la première cause de mortalité dans le monde. Et oui, parce qu'une mauvaise alimentation augmente les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de diabète de type 2, les risques de cancer, de maladies chroniques, de surpoids ou d'obésité. Le surpoids, qu'est-ce que c'est? Dans surpoids, on a le mot poids. Le poids, c'est ce qu'on pèse. Peser to weigh. On mesure généralement le poids d'une personne en kilogrammes. Par exemple, Thomas pèse 80 kilos. Et donc, être en surpoids, c'est quand on pèse plus que ce qui est recommandé
pour être en bonne santé. Donc être en surpoids en anglais to be overweight, être en surpoids. Et dans nos sociétés modernes, de plus en plus de personnes souffrent de surpoids ou d'obésité. En France, par exemple, 47% de la population adulte est en surpoids ou obèse. 47%, c'est presque la moitié de la population du pays. Et globalement, c'est à peu près pareil. Si on continue comme ça, on estime que d'ici 2035, by 2035, d'ici 2035, la moitié de la population mondiale sera obèse ou en surpoids. En plus des conséquences sur la santé, notre mauvaise alimentation a également de terribles conséquences sur l'environnement. L'agriculture, plus précisément l'élevage, donc la production de viande, est la première cause de déforestation dans le monde. L'agriculture, c'est également la première cause de destruction de la biodiversité et la première cause d'extinction des espèces sauvages. Parce que oui, tout ça, ça va ensemble. Quand on détruit des forêts, on détruit la biodiversité et on détruit les habitats de nombreuses espèces sauvages. Et comme vous savez, le changement climatique s'accélère de plus en plus, et donc il est urgent de réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, on dit plus généralement les gaz à effet de serre, pas effet de serre mais effet de serre. Les gaz à effet de serre, ce sont des gaz comme le CO2, donc le dioxyde de carbone, ou le méthane. Comme vous savez sûrement, quand il y a trop de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, alors la température de la planète augmente, ce qui cause un réchauffement du climat, le réchauffement warming. Donc comme je disais, le changement climatique ou le réchauffement climatique, il s'accélère de plus en plus, donc il est urgent de réduire au plus vite nos émissions de gaz à effet de serre. Et une des manières les plus efficaces de réduire nos émissions mondiales, c'est de changer notre manière de produire et de consommer nos aliments. Et oui, parce que l'agriculture représente 1/4 des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Mais comment faire? Comment produire une alimentation pour 8 milliards d'individus sans détruire la planète et notre santé? Une des solutions principales, c'est de produire des aliments dont la production est plus respectueuse de l'environnement et aussi bénéfique pour notre santé. En fait, ça va ensemble. Ce qui est meilleur pour l'environnement est également meilleur pour notre santé. Mais quels sont ces aliments exactement? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode où je me suis basée sur les informations d'un rapport de l'organisation WWF qui présente 10 catégories d'aliments du futur, des aliments dont la production est plus respectueuse de l'environnement et aussi bénéfique pour notre santé. Et donc des aliments qu'on devrait privilégier dans le futur, ou même dans le présent en fait. Je vous mets le lien de ce rapport dans la transcription et dans la description de l'épisode. Et donc j'ai essayé de résumer et d'expliquer un peu le contenu de ce rapport et vous verrez que ça va être une bonne occasion pour apprendre beaucoup de vocabulaire. Alors la première catégorie qu'on trouve dans ce rapport, c'est les algues. C'est quoi les algues? Les algues, ce sont des organismes qui sont généralement verts, green, verts, et qui poussent dans la mer. On les retrouve beaucoup dans la cuisine japonaise, par exemple quand on mange des makis. En anglais, on dit seaweeds, et en français donc les algues. Les algues, elles sont riches en nutriments, en antioxydants, en protéines, et donc elles sont excellentes pour notre santé. Manger des aliments riches en antioxydants, ça diminue le risque de cancer. Et les algues aussi, elles produisent énormément d'oxygène. En fait, les algues, elles produisent la moitié de l'oxygène sur la planète.
Personnellement, j'ai mangé beaucoup d'algues dans ma vie parce que je suis japonaise par mon père, mais je sais que c'est pas toujours facile d'intégrer des algues dans son alimentation. Une manière simple d'intégrer des algues dans son alimentation, c'est la soupe miso. La soupe miso, c'est une soupe japonaise qui est très simple à faire et on peut notamment ajouter des algues dedans inside. Deuxième catégorie, les légumineuses. Alors il y a plein de sortes de légumineuses. Les haricots, les lentilles, les pois chiches, etc. Les haricots, ce sont des légumineuses qu'on retrouve beaucoup dans la cuisine mexicaine. Par exemple, les haricots rouges ou les haricots noirs. Et les pois chiches, est-ce que vous voyez ce que c'est? Attention, c'est en 2 mots. Pois chiches, les pois chiches. Les pois chiches, c'est ce qu'on utilise pour faire du hummus, donc chickpeas. Une autre plante où on ignore souvent que c'est en fait une légumineuse, c'est la cacahuète. En anglais, peanut. La cacahuète. Donc les haricots, les lentilles, les pois chiches, les cacahuètes, ce sont des légumineuses. Les légumineuses, elles sont riches en fibres, en protéines et en vitamines. Elles ont beaucoup de vitamine B notamment. Et la production de légumineuses a aussi des avantages pour la planète. Les légumineuses absorbent beaucoup d'azote et leur production ne nécessite pas beaucoup d'eau. L'azote, c'est nitrogen. Donc, elles absorbent beaucoup d'azote. Un autre avantage, c'est que les légumineuses, c'est pas très cher. C'est un aliment qui est assez accessible financièrement. Si vous ne savez pas trop quoi cuisiner avec des légumineuses, je vous conseille les recettes du cuisinier Yotam Ottolenghi. C'est un cuisinier qui a énormément de succès parce que ses recettes sont excellentes et il utilise aussi beaucoup de légumineuses. Troisième catégorie, les cactus. Personnellement, j'ai jamais consommé de cactus dans ma vie et en France, on ne consomme pas vraiment de cactus. Mais bien sûr, dans d'autres régions du monde, il existe des recettes à base de cactus. Et alors pourquoi le cactus fait partie de cette liste d'aliments du futur? En fait, la production de cactus, elle est très adaptée à des climats secs, parce qu'elle n'a pas besoin de beaucoup d'eau. Sec, c'est un adjectif, c'est le contraire de l'adjectif humide. Au masculin, on dit sec et au féminin, sèche. Donc la production de cactus, elle est très adaptée à des climats secs. Et avec le changement climatique, on sait que de plus en plus de zones dans le monde vont devenir de plus en plus sèches, donc il est important de produire des aliments qui résistent mieux à ces conditions climatiques. Les cactus sont également riches en fibres, en acides aminés, en vitamines, comme la vitamine C et la vitamine E. Quatrième catégorie, les céréales. À cause de l'agriculture intensive et de la monoculture, le nombre de céréales qu'on produit a beaucoup diminué. Aujourd'hui, on produit en grande majorité du blé, du riz et du maïs. Mais comme je disais avant, une production plus diversifiée est essentielle pour l'environnement. La diversification des cultures est bien meilleure pour la biodiversité et c'est aussi essentiel pour notre santé de diversifier notre alimentation. On dit par exemple qu'il faudrait manger, il faudrait manger minimum 30 plantes différentes par semaine. Donc une alimentation avec beaucoup de diversité. Et aujourd'hui, comme je disais, on alterne surtout entre 3 céréales, donc le blé, le riz et le maïs. Mais en réalité, il existe beaucoup d'autres céréales, par exemple l'amarante, le quinoa, le millet, le riz sauvage, le sorgho, etc. Et aussi pour chaque céréale, il existe plein de variétés différentes. Par exemple, si on prend juste le blé, il existe environ 30 000 variétés de blé. Mais aujourd'hui, on alterne souvent entre les mêmes variétés. Donc notre alimentation est très pauvre en diversité. Cinquième catégorie, les fruits et légumes. Vous le savez, les fruits et légumes sont riches en nutriments, en vitamines et en fibres.
Et si on veut bénéficier encore plus des nutriments qui existent dans les fruits et légumes, c'est mieux de privilégier une production locale et de saison. Et aussi, si on peut, c'est mieux de manger des fruits et légumes qui sont bio. Bio, ça vient de biologique, en anglais organic. Des fruits et légumes bio, ce sont des fruits et légumes qui ont été produits sans pesticides de synthèse. Pour vous donner un exemple, en moyenne, une pomme en France, elle contient plus de 30 pesticides de synthèse, si elle n'est pas bio. Pour information, les pesticides de synthèse, ils augmentent les risques de cancer et de beaucoup d'autres maladies. Malheureusement, dans beaucoup de pays, manger bio, ça coûte souvent cher. En France, dans les grandes villes ou sur Internet, on a la chance d'avoir de plus en plus d'alternatives qui permettent d'acheter des produits bio à des prix plus accessibles, mais malheureusement, dans la majorité des pays dans le monde, acheter des produits bio, ça peut coûter très cher. 6e catégorie, les champignons. Est-ce que vous savez qu'il existe plus de 2000 variétés de champignons? Les champignons ont beaucoup de valeurs nutritionnelles. Ils ont des protéines, des fibres ou des vitamines comme la vitamine B et la vitamine D. Les champignons ont beaucoup de saveurs, on peut les manger dans une salade, dans une omelette. Ils sont très utilisés dans des cuisines asiatiques, mais aussi dans la cuisine française, bien sûr, avec notamment les champignons de Paris, les cèpes ou les truffes. 7e catégorie, les fruits secs. Vous voyez ici, on retrouve l'adjectif sec. Comme je disais, sec, c'est le contraire de humide. Dans les fruits secs, il y a les fruits qui sont naturellement secs, comme les amandes, les châtaignes, chestnuts, les noisettes, hazelnuts, les noix, walnuts, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix de macadamia, les pistaches, etc. Je répète plus rapidement parce que c'est beaucoup de vocabulaire. Les amandes, les châtaignes, les noisettes, les noix de cajou, les noix du Brésil, les noix de pécan, les noix de macadamia, les pistaches. Après, il y a aussi les fruits qu'on déshydrate et donc qui deviennent des fruits secs. Par exemple, les abricots secs, les raisins secs, les dattes séchées, les figues séchées, etc. Les fruits secs sont souvent considérés comme des super aliments parce qu'ils sont pleins de protéines, d'oméga 3 et de vitamines comme la vitamine E. On peut en mettre dans des plats, dans des salades et on peut les manger en snack. Et bien sûr, autant que possible, c'est mieux d'acheter des fruits secs locaux. Locaux, c'est le pluriel de local. Par exemple, en France, on produit de très bonnes noix et de très bonnes noisettes. Et attention parce que les fruits secs sont riches, donc il ne faut pas trop en manger. C'est bien de manger l'équivalent d'une petite poignée par jour. Une poignée, c'est ce que vous pouvez mettre dans une main, a handful, une poignée. 8e catégorie, les graines. Les graines sont produites par les arbres et par les plantes. En anglais, on dit seeds. Et vous connaissez par exemple les graines de sésame, les graines de courge, pumpkin seeds, les graines de lin, etc. Tout comme les fruits secs, les graines sont souvent considérées comme des super aliments et elles sont également riches en protéines, en vitamines, en oméga 3. On peut ajouter des graines aussi dans des plats, dans des salades, des desserts. Par exemple, on peut facilement ajouter des graines de courge dans une soupe, dans du pain, dans des cakes, etc. 9e catégorie, les germes. Alors, une germe, c'est quand justement une graine va germer pour ensuite se développer et former une plante. En anglais, les germes, c'est sprouts. Je répète cette phrase. Une germe, c'est quand une graine va germer pour ensuite se développer et former une plante. Des germes, on peut en faire soi-même, ourselves, on peut en faire soi-même avec plein de graines différentes. C'est très facile à faire. On peut faire des germes avec des graines de sésame, des graines de quinoa, des graines d'alfalfa, des lentilles, des pois chiches et plein d'autres aliments. Et ensuite, comme avec les graines, on peut ajouter ça dans des salades ou dans des plats.
Dans la cuisine chinoise ou dans la cuisine japonaise, on utilise beaucoup de germes de soja, qu'on appelle souvent des pousses de soja, et c'est délicieux. Et en fait, les germes, elles sont très riches en nutriments. Quand on fait germer des graines, la valeur nutritionnelle de la plante augmente beaucoup. Leur production est également très bonne pour le sol, the ground, le sol. 10e et dernière catégorie, les tubercules. Les tubercules, ce sont par exemple les pommes de terre, les patates douces, l'igname, qu'on mange beaucoup en Afrique, les racines de lotus, etc. Les patates douces, ce sont des patates qui sont oranges ou violettes. Les tubercules sont riches en glucides et donc elles représentent une très bonne source d'énergie. Mais encore une fois, c'est important de diversifier sa consommation de tubercules. Dans beaucoup de pays, on va surtout manger des pommes de terre. Mais en réalité, il y a plein d'autres types de tubercules et bien sûr, il y a aussi plein de variétés différentes de pommes de terre. Donc c'est une autre manière de rajouter de la diversité dans son alimentation. Voilà, on a fini notre liste des 10 catégories d'aliments du futur, d'aliments plus bénéfiques pour nous et pour la planète. Personnellement, j'aurais ajouté les herbes et les épices. Quand je cuisine, j'essaye toujours d'ajouter des herbes aromatiques ou des épices comme du poivre, du paprika, du cumin, etc. Et comme je vous disais au début de l'épisode, on va maintenant écouter et décrypter des passages d'une conférence qui reprend en partie le vocabulaire qu'on a vu aujourd'hui. J'ai choisi des extraits d'une conférence avec le nutritionniste français Anthony Berthoud, qui est un des rares nutritionnistes qui met en lien les problématiques de santé avec les problématiques environnementales. Mettre en lien, c'est connecter. Donc, il met en lien les problématiques de santé avec les problématiques environnementales. Je vous mets un lien, donc là ici c'est un link, je vous mets un lien de la conférence dans la transcription et dans la description de l'épisode. Dans ces différents passages, le nutritionniste Anthony Berthoud nous présente des aliments à privilégier pour être en meilleure santé et pour privilégier donc une alimentation qui respecte les limites de notre planète. On va d'abord écouter les différents passages et ensuite on va décrypter tout ça. Donc au moins 3 portions de légumes et 2 fruits de saison par jour. Une règle, c'est jamais un repas sans légumes. Favoriser les légumineuses. Les œufs, idéalement à la coque ou mollet, c'est-à-dire le jaune liquide et le blanc dur. Aller vers des petits poissons gras, des sardines, des maquereaux, des anchois, 1 à 2 fois par semaine. Consommer des huiles de qualité, au moins 2 à 3 cuillères à soupe, voire plutôt 3 à 4 par jour, moitié colza, moitié olive. Est-ce que vous avez bien compris dans l'ensemble ? On va analyser tout ça tranquillement. Donc au moins 3 portions de légumes et 2 fruits de saison par jour. Alors, au moins, c'est at least. Au moins 3 portions de légumes. Pour information, une portion de légumes, c'est entre 80 et 100 grammes. Donc, au moins 3 portions de légumes et 2 fruits de saison par jour. Autre information, donc, quand on mange des produits de saison, c'est généralement moins cher, c'est mieux pour la planète, et les fruits et légumes de saison contiennent donc plus de nutriments. Une règle, c'est jamais un repas sans légumes. Donc une règle, ici on pourrait aussi dire un principe. Et comme il dit, une règle, c'est jamais un repas sans légumes. Un repas, donc par exemple en français, pour les 3 repas de la journée, on dit le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Favoriser les légumineuses. Alors favoriser, ici on pourrait aussi dire privilégier, donc favoriser les légumineuses ou privilégier les légumineuses. Les légumineuses, on en a parlé, ce sont par exemple les lentilles, les haricots, les pois chiches et les cacahuètes. Attention, les cacahuètes, ce sont des aliments qui sont très riches, donc c'est mieux de manger des petites portions. Les œufs, idéalement à la coque ou mollet, c'est-à-dire le jaune liquide et le blanc dur. Alors là, c'est un peu plus difficile, je vais vous expliquer. Les œufs, c'est le pluriel d'un œuf, donc eggs.
Attention, vous voyez, la prononciation est très différente. Un œuf, des œufs. Et alors, les œufs à la coque et les œufs mollets, ce sont différents types de cuisson pour les œufs. Avec ces deux types de cuisson, le blanc reste dur et le jaune liquide. En français, donc, on dit le blanc, ou plus précisément le blanc d'œuf, et le jaune ou le jaune d'œuf. Et donc, les œufs à la coque, en anglais, c'est boiled eggs. Et les œufs mollets, en anglais, soft boiled eggs. Aller vers des petits poissons gras, des sardines, des maquereaux, des anchois, 1 à 2 fois par semaine. Aller vers des petits poissons gras, c'est dans le sens de opter pour des petits poissons gras. On sait en effet que les plus grands poissons sont souvent menacés d'extinction et en plus ils présentent de grands risques pour la santé car ils sont remplis de mercure. Consommer des huiles de qualité, au moins 2 à 3 cuillères à soupe, voire plutôt 3 à 4 par jour, moitié colza, moitié olive. Consommer des huiles de qualité. Est-ce que vous comprenez ce que c'est des huiles ? On dit par exemple l'huile d'olive. Et ici, Anthony Berthoud, il parle aussi de l'huile de colza. Ensuite, il dit au moins 2 à 3 cuillères à soupe. Donc on a à nouveau ce au moins, at least. Et ensuite, il dit voire plutôt 3 à 4 par jour. Alors attention ici, voir, ça se prononce comme le verbe voir, to see, mais ça s'écrit différemment. Voir ici, c'est V-O-I-R-E. Alors que to see, c'est V-O-I-R. Il n'y a pas de E à la fin. Et donc, ce voir V-O-I-R-E, c'est dans le sens de or even. Et plutôt, c'est rather. Donc, quand on dit voir plutôt, on pourrait traduire ça par or rather. Donc, voir plutôt 3 à 4 par jour. Je vous laisse réécouter tous ces passages en espérant que mes explications vous ont aidé. Donc au moins 3 portions de légumes et 2 fruits de saison par jour. Une règle, c'est jamais un repas sans légumes. Favoriser les légumineuses. Les œufs, idéalement à la coque ou mollet, c'est-à-dire le jaune liquide et le blanc dur. Aller vers des petits poissons gras, des sardines, des maquereaux, des anchois, 1 à 2 fois par semaine. Consommer des huiles de qualité, au moins 2 à 3 cuillères à soupe, voire plutôt 3 à 4 par jour, moitié colza, moitié olive. Et pendant la conférence, Anthony Berthoud parle aussi de la viande. Il explique qu'il est urgent de réduire drastiquement notre consommation de viande pour notre santé et pour la planète, et d'éviter les produits issus de l'élevage intensif. L'élevage, c'est cattle. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous a permis d'apprendre plein de nouveaux vocabulaires et peut-être de vous donner envie de tester des nouvelles choses en cuisine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.